L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, qui ont été avec nous toute la saison, qui nous ont supportés et qui nous supportent dans l'entre-saison. On les remercie beaucoup de soutenir notre petite organisation avec les différents services professionnels, que ce soit comptabilité, tenue du membership, infolettre. Ils peuvent vous aider si vous avez une organisation. Donnez-leur un petit coup de fil ou envoyez-leur un petit courriel pour mieux connaître leur offre de service. On remercie la distillerie d'Iberville pour les breuvages lors des tailgates, notamment le Mielé Sour, et ainsi que Molson Coors, qu'on remercie pour les bonnes Coors Light lors des derniers tailgates. C'est la fin de notre saison, mais on veut dire merci à tout le monde qui nous ont encouragés cette année. Petit shout-out à Saint-Hubert-Côte-des-Neiges aussi, qui ont embarqué dans l'aventure. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, et on embarque ensemble pour un ultime et fantastique podcast cette saison. Bonne émission. C'est en regardant notre générique et en se disant qu'on va pouvoir rajouter un paquet de photos là-dedans, que ça va être le fun, qu'on revient de Kingston avec une petite vanier dans la poche d'en arrière. Ça se prend plutôt bien. Regardez, j'ai updaté mon chandail. C'est quand même des circonstances. En attendant d'avoir un nouveau. Sylvain, t'as les bubbly? Attends une minute. Oh, yes, sorry, Bob. I drink to that. Woo! Santé! Cheers! Yeah! Cheers, guys! Woo! Santé tout le monde! Moi, j'aime pas les bulles, donc je suis sur le vin rouge. Ah, écoute, Moi, je suis allée avec notre commanditaire. Moi, Laurent Jade Isabelle, c'est mon préféré de la sorte, parce que je ne suis pas une très grande fan de l'amaretto. Il y en a un petit peu dans chacun des autres. Ah, il a sorti Laurent Jade. Ouais. Donc, on est J'avais là une pour... vieille bouteille de Cordegnou, mais d'après moi, il fallait le temps que je l'ouvre parce qu'il n'y a plus de bulles dedans. Comme... Ben, écoute, on peut se mettre à en profiter là. Hein? Fait que oui, on vient pour parler du match de samedi dernier, de la deuxième Coupe Vanier de l'histoire des Carabins. Avec moi, Tam, François MDN Mathieu et Sylvain Arbour, Another One Bites the Dust. All right. J'étais dans le Queen avec We Are the Champion. Puis là, Ah ouais, on fait la Queen. Ça a du sens. Ça. Yeah. Hey, it's gonna get you too. Oui, parce qu'ils nous ont tout envoyé ce qu'ils avaient et ils ont mordu la poussière. Donc, écoutez, on était François, Tam et moi-même à Kingston pour la fin de semaine. Une belle route, une belle température, un beau tailgate suffisamment arrosé. On peut-tu parler de la visite qu'on a eue au tailgate avant même de commencer le match? Ah oui, c'est vrai. Avant même de rentrer dans le match, il y a eu... tout le monde était là, ou à peu près, sauf toi, Sylvain. Il y a juste toi qui n'étais pas là. Mais on a eu bien de la visite. On a eu l'état-major des Alouettes, on peut dire ça comme ça. Notre ancien entraîneur, Danny, qui est venu faire un tour avec Jason Moss, Anthony Calvillo. Ils sont restés une bonne demi-heure à parler avec les gens. C'était tout le long du tailgate, parce que quand on a quitté, quand moi plutôt on était chercher nos passes, Moss était encore en train de placoter avec nous. Ouais. Puis quand on a quitté, là, qu'on a commencé à défaire les tentes. Calvillo qui parlait en français aux gens aussi. Danny était avec nous autres. Là, puis il placotait. Puis, il était loquace, il était généreux. J'ai jamais vu de même du temps qu'il était avec les Alouettes. Il t'aurait même parlé à toi, Sylvain. Bon, peut-être pas. Il était pas sur sa job, là. Il était en vacances. Non, je pense pas qu'il m'aurait parlé. Non, moi, je me souviens d'un moment où tu as reçu un appel où tu as juste dit « off ». Ouais, les vieilles rancœurs peuvent aller loin. Anyway. Peut-être d'aller. Super beau tailgate. On a été très bien reçus par les gens de l'Université Queen's à Kingston qui ont fait une super job. On était vraiment là. Très beau tailgate. Stationnement à côté du stade avec un petit terrain de soccer à nous autres tout seuls. Il y avait plus des carabins, 2 des carabins, un de la FECUM qui sont déversés dans notre tailgate. C'était bleu. Ouais, dans lequel on n'a pas vu autant de monde au tailgate au Sepsum cette année, je pense. Non, je ne sais pas combien nous autres on était de chars. Je vais vous dire quelque chose. Moi, après avoir lu
à peu près tout ce qui s'est écrit depuis 2 jours, 3 jours, là. C'était mis les montagnards au monde, certains, s'ils ne l'étaient pas déjà. Là. Ben oui, il y en a qui nous découvrent encore. Les podcasts anglophones qui nous suivaient là, déjà sur Twitter, mais qui nous ont cités pour le bruit dans pas mal de leurs tweets en fin de semaine. Ah, mais je pense qu'à un moment donné, dans le tailgate, il devait avoir, Colin, 1500 personnes. C'était fou. Sérieux? Oh, il y avait du monde en tal. C'était une mer bleue, là. Sylvain, 3 autobus, donc 120 personnes. Moi, j'aurais pas du temps que ça, là, 1000 personnes. J'ai lu quelques joueurs, je me souviens pas du nom. Là, une couple de centaines, certains. Là, c'est Nicolas Roy ou un autre. On était plus que 500. Mais en tout cas, une grosse gang, une coupe de barbecue, plusieurs tentes. Non, ça a été très agréable comme événement. Vraiment. Et puis, après ça, l'entrée au stade à côté. Juste pour finir, c'était encore une belle température. Oh, c'était magnifique. Débile. La plus belle température de Vanier qu'on a eue. L'année 2023 était l'année des températures pour le vrai. Là. Ouais. Hey, j'ai eu la chienne parce que, tu sais, moi, j'étais là la veille, puis j'étais allé au centre-ville, au genre de festivités qu'il y avait sur la place. Mais il faisait fret, là. Il faisait fret. Moins 10 avec le vent sur le bord de l'eau, c'est ça? Ah oui, tu sais, sur le bord de l'eau, c'est glacial. Puis il y avait le petit show, là. Il y avait presque autant de monde que pour le show de l'habitant de la Vanier. C'est que... Chris, il y avait personne. On peut dire que c'était plate pour l'artiste en sacrifice. Ouais. On va y arriver, mais ouais. Fait que, tu sais, j'étais dans le centre-ville, là, pas au centre-ville. Moi, c'était la deuxième fois que j'allais à Kingston de ma vie. La première fois, je devais avoir 8 ans, puis je m'en souviens à peine. Mais le centre-ville est magnifique. Le restant de la ville, ça fait dur. Mais le centre-ville est vraiment magnifique. Le restant de la ville, ça on a eu du fun après partir. Vous regardez le prix d'un bungalow ordinaire en banlieue de Kingston. Vous allez voir que les prix d'habitation là-bas, c'est le double d'ici. Ah ouais, non, mais t'es à Toronto à portée de tir. Là. Ouais, mais on m'a dit que les maisons sont toutes à l'abandon, sont toutes maganées. Hein. Si ça vaut cher. Ils valent toutes 1,5 million. Ça n'a aucun sens. Moi, je vivais dans une maison de 100 ans où il faisait tellement fret au niveau des pieds, puis il faisait tellement chaud au niveau du plat. J'avais les pieds gelés, puis j'avais la tête chaude. J'imagine, je mesure 6 pieds, là, en tout cas, peu importe. Donc, tout ça, on va dire que vendredi, quand j'étais au centre-ville, je pensais qu'on allait geler pour la tailgate. Je m'étais bien habillé. Pour une fois, j'étais bien habillé. Rien à dire pendant la partie. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, il faisait frais. Vrai aussi que j'étais une vraie queue de veau, puis que j'ai marché le stade au moins 35 fois. Il y a une trail, j'ai créé une trail là, sur. À peine si on t'a vu 15 minutes sur ton siège pendant la game. J'étais trop nerveux. D'après moi, c'est sa prostate, mais là, c'est un autre problème. Ah non, je parle de Fait que ouais, on est rentré dans le stade, un beau stade, un stade pratiquement neuf. Les sièges là, collés sur le terrain. C'est un stade de football, OK? Il n'est pas construit pour autre chose. C'est soccer football. C'est un peu en mode arène, là. Tu sais, les estrades sont quand même surélevées, fait que ça fait comme c'est pas des bancs, c'est des sièges? C'est des grands bancs. Ben, tu as des bucket seats au centre pour les VIP, mettons. Puis le reste, c'est des bancs d'aluminium avec dossier, par exemple. Pas si chiche que ça. Bien correct, bien correct. Puis, non, c'était très bien. Et étant donné que c'était moderne, c'était quand même le fun parce qu'il y avait quand même une bonne déclinaison. Fait que nous, on était première rangée dans notre section, mais on pouvait être debout. Puis, tu sais, on ne cachait pas automatiquement. Tu sais, il fallait juste faire attention. Je me suis fait taper sur l'épaule une couple de fois, moi. Ouais, ben ça dépendait. Il ne fallait pas l'être tout le temps, mais on pouvait se lever sans que ça... Moi, la caméra de des estrades, vous voyez qu'il y avait pas mal de monde debout souvent. La grande majorité. Ben oui. Fait que, non, une belle ambiance, un gros contingent bleu, là, je dirais qu'on avait du côté carabin, là, pratiquement la moitié du stade. Puis, au niveau audible, ça a apparu. Fait que ça, c'était très excitant. L'entrée des joueurs m'a beaucoup fait rire. Pas de pyrotechnie, mais des extincteurs pour shooter par-dessus pendant que les gars rentraient. Ça m'a beaucoup fait rire. Passer en dessous des extincteurs. Mais les gars étaient primés, les gars étaient contents. Mais le système de son, par exemple, le son n'était pas terrible. Ben, aussitôt que tu arrivais, il y avait le son au centre, puis aussitôt que tu arrivais dans les extrémités, nous, on était dans la zone début, pratiquement. Tu vois, le show de la demi, le son n'a même pas été retransmis sur les
Les systèmes de son, c'était juste les speakers qui étaient sur le terrain, fait qu'on n'entendait rien. Ils n'ont pas laissé aller de partisans sur le terrain, fait que t'avais la plateforme, t'avais le chanteur autochtone. T'avais le dos dans la position dans le coin. Là. On l'entendait à peine. À la fin de la rencontre non plus, ils ne nous ont pas laissé embarquer rapidement sur le terrain. Non, mais c'est comme ça à chaque année, par exemple. Ouais. Mais c'est comme ça à chaque année. En général, là, pourquoi après les poignées de main, ils ne débarrent pas toutes? Je ne comprends pas cette longueur. Parce qu'ils ont la cérémonie pour remettre les trophées. Puis il veut que les joueurs puissent profiter du trophée entre eux avant que les partisans parents rentrent. Mais par contre, Sylvain, il faut que tu saches que les agents de sécurité, il y en a eu plein les mains parce qu'ils se sont fait déborder. Les anciens ont décidé qu'ils rushaient la porte. Ouais. C'est qu'ils avaient mis les gens devant les estrades, mais les anciens, eux autres, ils avaient spoté à la gate depuis un bail, puis ils ont rentré là, puis il y avait un agent de sécurité pour la gate. Fait que là, le temps qu'ils fassent « Oh shit, c'est pas les estrades qu'il faut qu'on check, c'est la gate ». Oui, parce qu'il y avait tous les agents de sécurité devant nos sections au 4e quart. Ben, ils ont réussi à refermer la porte. On ne pouvait pas descendre du terrain par là. De toute façon, il fallait remonter les estrades parce qu'il y a juste comme 4 voies d'entrée dans chaque coin. Là. Fait que fais-moi confiance que quand les agents de sécurité... Un de mes frissons du match, c'est quand il y a eu des célébrations à la fin de la rencontre. Puis les joueurs étaient tous dans un tas pour la photo, puis ils chantaient « Allez les Bleus, allez les Bleus ». Là. Hey. Ça fait 20 ans qu'on crie « Allez les Bleus », puis ils prennent notre anthem. Ils ont fini par l'adapter. Hey, on va se faire un petit retour sur le match, parce qu'on va parler de football aussi. Là. C'est bien beau l'ambiance puis le happening. Là. Hein? Mais, il y a eu une game de football. Tu sais, celle qui a manqué de te tuer, Frank? Juste, hey, à l'aparté, une seconde, je le sais. Steve, notre ami Steve, il nous a envoyé à moi et à Sylvain son minutage de sa montre. Okay? Oui, c'est battement par minute. Son BPM Sport. Je ne sais pas si vous l'avez montré. C'est son niveau de stress, ça. C'est un autre patente que je vais pas. C'est son niveau de stress par sa montre qui l'envoie. Ça n'a aucun sens comment tout le long de la game. Puis tu sais, Steve était assis à côté de nous autres, là, puis il ne donnait pas l'impression d'être nerveux. Il était assis, puis... Mais c'est dans le orange, dans le maximum. Je dis assez, je dis une tabarnak de chance que moi, j'ai pas ça. Hostie, mon médecin m'a rappelé direct. Vous le savez, j'ai marché le terrain. Ben ouais, puis il y a une chance qu'elle n'ait pas plus stressante que ça. De la game, Zéro était stressé de la game. Je n'irai pas jusque-là, mais c'était pas crise cardiaque. Là. Anyway, on va revenir sur le match en tant que tel. Donc, comme on disait, 16-9, on vous donne le score en 1000 comme on fait d'habitude. Donc, une victoire par un touché d'écart. Statistiquement, les deux équipes, ça se ressemble. La grosse différence, c'est l'opportunisme. Les Carabins qui ont réussi à marquer 2 touchés offensifs, UBC, aucun. Et ça ne fait qu'ajouter à la séquence des Carabins de ne pas avoir accordé. Dans le fond, ils n'ont accordé aucun touché de toutes les séries éliminatoires. Donc, depuis le dernier match contre Concordia, ce qui est très impressionnant. Donc, ça a été la principale différence. Et l'autre élément de différence, c'est les revirements en tant que tels. Il y en a eu un seul, un échappé du côté de UBC et un seul du côté des Carabins, mais 3 revirements sur essai. Donc, ça aussi, ça fait la différence. Et dans le fond, c'est vraiment la grosse différence au 4e quart où UBC a eu beaucoup plus le ballon, mais ont malheureusement, pour eux, pas réussi à générer 2 points. Donc, je vous amène à travers le match en tant que tel. Les Carabins qui vont débuter avec le ballon. Première séquence offensive qui débute avec un premier essai et tout de suite, Jonathan Sénécal qui tente une longue passe au coin et est intercepté, le rate complètement sa cible. Et UBC reprend le ballon. Donc, déjà, on commence à être nerveux après une première séquence de 15 verges. Les deux équipes, par contre, s'échangent le ballon jusqu'à ce qu'on en arrive à la fin, à 9 minutes 19 dans le premier quart, après que les Carabins aient eu une courte séquence offensive de 5 verges. Le botté de déplacement de Boyer, le dégagement de Boyer de 51 verges écrase UBC à sa ligne de 5. Ils ne feront que 8 verges pour avoir à concéder un touché de placement. C'est 2-0 Montréal. Sur la séquence suivante, les Carabins reprennent le ballon à l'heure 35 et c'est une très belle séquence offensive de 8 jeux, 75 verges, notamment une course de 23 verges de Jonathan Sénécal, suivi par la suite d'une course de 18 verges du receveur Iragi Muganda,
qui marque le premier touché avec la conversion, c'est 9-0 Montréal avec 7,50 à faire dans le premier quart. UBC va reprendre le ballon à leur ligne de 24 sur la séquence suivante. Vont réussir une séquence de 12 jeux, 62 verges, mais manque d'essence. Une fois arrivés au 24 de Montréal, ils doivent se contenter d'un placement de 3 points. Montréal reprend le ballon pour 32 verges, doit dégager. Ensuite, 47 verges pour UBC. On s'échange le ballon, ainsi de suite, jusqu'à 4-0-5 de la fin de la demi. UBC qui réussit une séquence de 9 jeux, 44 verges, mais encore une fois, on manque d'essence et c'est Flannery Fleck qui marque 3 points pour UBC, donc 9-6 juste avant la demi. Les Carabins qui vont reprendre le ballon avec 52 secondes à jouer. Superbe séquence offensive, notamment une passe de Sénécal à Muganda qui traverse 39 verges, mais malheureusement, il est plaqué à la ligne de 5 de UBC. Chabot. Et là, ça me dit, ouais, c'était Chabot, hein, parce que là, on me dit Muganda. Mais l'horloge atteint 0. Moi, il me semble qu'il restait une seconde. Il restait une seconde en réécoutant le match. Après l'avoir réécouté, là, il me semble que tu vois l'arbitre à l'arrêt, puis il reste une grosse seconde, mais bon. Il restait même 2 secondes. J'ai réécouté, moi, avant de m'en aller. Mais bon, on va dire qu'il y avait un décalage entre l'horloge du stade et celle de CBC. Là. Ben ouais, longue histoire courte, c'est la fin de la demi. Les Carabins ne réussiront même pas à aller chercher un point sur cette séquence de 70 verges. La demi se termine 9-6 pour Montréal. Tam en a parlé. On a eu un show de la mi-temps que à peu près personne n'a entendu. Ça, c'était un petit peu dommage pour l'artiste. Mais bon, on revient au troisième quart. C'est Boyer qui envoie le ballon. La première séquence offensive de UBC, c'est une perte de 5 verges après un échappé forcé par Francon. Mais bon, UBC récupère, réussit au moins à dégager. Donc, 2 et out en négatif. On s'échange le ballon jusqu'à temps que Montréal le reprenne à 10 minutes 14 du troisième quart à leur ligne de 38. Et Jonathan Sénécal se met au travail. Passe de 6 verges à Chabot, passe de 9 verges à Legault, course de 8 verges par Chabot. Ensuite, une spectaculaire course de Glody à l'affût, 31 verges jusqu'au 18 de UBC. Jonathan complétera à 7 verges à Gourgon. Dembélé pour 1. Ensuite, 3 verges de Sénécal pour un autre premier essai. Et sur les 2 derniers jeux, Sénécal passe incomplète à Chabot. Et sur le 2 et les buts de la ligne de 7, Sénécal qui cherche sa cible, ne la trouve pas, déborde hors l'aile, feinte de passe. Le demi-défensif est complètement brûlé, saute en l'air, se fait ramasser par Levac. Ce qui ouvre le terrain à Sénécal qui finit les 7 dernières verges. Avec la conversion, c'est 16-6 Montréal avec 5 minutes 9 à jouer dans le troisième quart. On va s'échanger le ballon jusque dans le quatrième. Peu de gains de terrain des deux côtés jusqu'à ce que UBC réussisse à 11,56 à avoir une longue séquence. Plusieurs courtes passes de Rooker à différents receveurs. 12 jeux, 69 verges, mais encore une fois, à la ligne de 16, UBC n'est pas capable de compléter. On se contente d'un placement 16-9. Et pour le reste du match, ce à quoi on a droit, c'est des séquences de UBC qui se terminent à 3 reprises par des troisième essais non convertis. Et finalement, ça se termine sur le dernier jeu du match où Garrett Rooker passe à Jason Soriano qui tente une feinte de passe après avoir pris une latérale, démissionne, décide de courir, fait 30 verges avant de trouver Nicky Farinaccio. L'horloge est à 0. C'est terminé. Les Carabins qui vont l'emporter 16-9 pour leur deuxième Coupe Vanier de leur histoire. La célébration s'enclenche. Tout le monde sur le terrain. On prend des photos avec la coupe. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sylvain, ton ramassis de notes que tu as fait dans son salon? La recette éprouvée une fois de plus. Souvent, là, une équipe, quand on est rendu en fin de saison à Vanier, des éliminatoires, ils ont comme un pattern d'établi. Puis, s'ils ont des problèmes avec les équipes, les teams, mettons, les teams, ben, ils vont avoir des problèmes là. Puis ça, c'est des patterns répétitifs. Mais celle des Carabins, c'est sa recette de la victoire. La recette de la victoire, tu prends tout au début dans le match. Bing, bang. Tu ne veux pas tirer de l'arrière, c'est trop fatigant, ça demande du trou.
tu mets un peu de Carl Chabot en jet sweep ou en passe hors l'aile, court un peu, fatigue un peu à la défensive. Tu mets saupoudre de quelques courses de Sénécal avec quelques feintes de l'envoyer de ballon pour figer les secondaires. Puis ça entraîne que Sénécal finit toujours la partie comme le meilleur porteur de ballon des Bleus. Je ne sais pas si Tam, qui est féru de statistiques, elle sait peut-être plus que moi, mais je me demande combien de matchs Sénécal a fini comme meilleur porteur des ballons. Moi, je pense que c'est tous les matchs. Mais, pas tous les matchs, mais tous les playoffs. Ouais. Mais tous les matchs, mais tous les playoffs. Depuis la mi-saison, je te dirais. Là. Et évidemment, pour assaisonner le tout, une défensive qui ne manque pas de plaqués. Des plaqués manqués dans l'année, il n'y en a pratiquement pas eu. Puis, qui est une nouveauté 2023 des Carabins, très peu de pénalités. Vous mettez ces ingrédients-là et vous en allez vers une victoire des Carabins. Nonobstant M. Young, qui nous a fait l'honneur de sa présence en finale de la Coupe Vanier. Non, il y a une coupe de pénalités qui n'avaient pas rapport, qui en ont manqué, puis que nous autres, on aurait dû avoir aussi. Oh, ils ont gardé le drapeau d'or. Ils ont laissé jouer, là. Cette année, je n'ai pas parlé des arbitres quasiment, je pense. Non, je parle pour la une fois que j'étais un peu bougonneux, j'avais revu la game, puis c'était correct, les pénalités étaient méritées. Il faut vivre avec. Ils ont fait une bonne job. Deuxième point, la télé, vous connaissez. Nous autres, à la télé, ce qu'on voyait, là, l'image centrale, c'est toujours comme quand ils sont sur la galerie de presse puis ils montent la face en avant. Puis là, on avait des sièges jaunes que tu parlais, Eric, un peu plus tôt, là, qui sont des sièges individuels. Ouais, des espèces de bucket seats. À moitié vide. Fait que ça, c'est l'image qu'on avait. Ouais, mais Sylvain, je ne sais pas s'ils vous ont montré sur l'autre côté, mais l'autre côté était plus plein. Le côté que nous autres, on était. C'est ça. Je ne sais pas quel côté que c'est. Là. Non, mais. Quand les Carabins au jeu, ils montraient la crowd des Carabins. À un moment donné, ils ont montré la crowd des Thunderbirds. Mais l'image de base était un stade à moitié vide. C'est que la Hardcam était du côté du banc de UBC. Donc, tu avais les supporters de UBC qui, évidemment, étaient moins nombreux que les supporters des Carabins. Puis ensuite, là, je ne sais pas, les détenteurs de billets de saison de Queens, comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'ils sont probablement de notre côté habituellement. Parce que c'était plein, ça, là-bas. Mais c'était un peu plate parce que là, on se ramassait avec des billets qu'on était dans la zone début alors qu'il y avait des bons billets. On aurait pu rentrer dans les sections centrales. T'sais. C'est ce que je pense. Puis, tu sais, tout le monde voulait acheter des billets. J'espère qu'ils vont corriger ça l'année prochaine. La vente des billets, c'était un peu compliqué à la suite du match. Il ne reste plus de billets, ça prend des émissions générales. Puis, tout le monde aime ça acheter des billets et dire je prévois mon activité puis je me tape 3 heures de route, mais je vais être sûr d'avoir une place assise pour m'être bien assis. Ben, sinon, de faire un site de revente. Parce que là, tu sais, quand c'est au Québec, c'est quand même assez facile de pouvoir racheter des billets quand c'est au PEPS. Mais parce que c'était pas sold out, puis il y a eu beaucoup de no-shows aussi. Ouais. Ça, il faut s'attendre à ça un peu dans la Vanier et pas dans ta ville. Quand ton équipe n'est pas impliquée. Oui, mais tu sais, dans ce temps-là, de déplacer la foule à la demi, je ne sais pas. Là. Puis, tu sais, 2-3 petites choses aussi, peut-être sur la Vanier en général. Radcan l'a diffusé uniquement sur le web. Come on, guys, votre mandat, puis Radcan en anglais, je parle de CBC. Là. Avant, c'était. Elle était à TV, là, non? Elle était à TV. Juste la finale. Juste la Vanier était à TV. La Vanier était à télé. Bon, j'ai mon argument. Je l'écoute pas à TV non plus, je l'écoute sur le web. Mais le reste des séries, ils reprenaient pour les demi-finales, ils reprenaient le feed, comme ils ont fait pour même le match de cette semaine, ils reprenaient le feed de TVA. Il n'y avait pas de caméraman à eux pour la madame qui était sur le terrain. Ouais, il avait envoyé leurs 2 analystes, ils n'étaient pas sur place. Non, il était en Toronto. Le 2-2, il était en Toronto aussi. Le Don Scott, que tu aimes beaucoup, qui a idolâtré Sénécal et les Carabins tout le long de la game. Là. Maintenant, TQB. Puis, mais un petit thumbs up à RDS qui, malgré le fait que ça soit une des propriétés de TVA Sport, couvre l'événement, puis il invite les joueurs. Toute l'année, il y avait des résumés de chaque partie sur le site de RDS. Fait que, bravo à RDS pour ça. Il aurait pu faire un peu du PKP d'eux-mêmes et dire, vous, tu parles nous autres, on n'en parle pas, ça n'existe pas, mais ils ont toujours été bons joueurs là-dedans.
Radio-Can a fait un très bon reportage, là. Antoine Deshaies, là, dans la... Oui, Antoine a fait un bon reportage. Puis si vous voulez revoir le match, là, il est gratuit sur YouTube in English, mais bon... YouTube, Coupe Vanier, puis vous allez voir, c'est sur le site sur le site de CBC, non? CBC. Hey, puis moi, c'est ce que j'ai réécouté. C'est ce que je réécoutais avant que... Parce que je ne l'avais pas vu encore. Les commentateurs sont très, très bons. Le problème, c'est que la CBC a pas assez d'argent pour savoir qui est vraiment Jonathan Sénécal. Fait qu'ils ont mis la mauvaise photo, mais... ça, c'est drôle, ça. Un gros feature avec sa photo et ses stats à côté. Deux fois. Pas le bon gars. On verrait pas ça au hockey, hein? Mais outre ça, puis Sylvain... Les deux analystes ont été excellents. Les deux analystes étaient vraiment bons. Sérieusement bons. Je pense qu'ils étaient vraiment fans des Carabins. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais, mais à un moment donné... Ça fait longtemps qu'il suit les Carabins et il sait de quoi il parle. Là. Mais tu sais... Les deux connaissent aussi très bien le football universitaire en général aussi. Mais il était capable de reconnaître... Il était préparé. Ah oui. Hey, Chris qui était préparé. Qui était préparé. Puis ils ont sorti des phrases à la CA Sinotte, genre, il a pogné le ballon, seul où le receveur pouvait lancer le ballon, seul où le receveur pouvait l'attraper. Tu sais, là, quand le receveur pile les deux pieds puis il tombe là, au deuxième quart, peu importe. OK, continue, Sylvain, je m'excuse. C'est des classiques. Tout ça pour dire que CBC, je ne les ai pas trouvés si payés par tout. Il aurait pas envoyé du monde sur place, par exemple, Chris. Ils sont à 3 heures de route. TVA Sport, là, il y avait Justine qui était là, puis il y avait Brian, puis de quoi, là, comme analyste, là, sur le terrain, en plus du monde dans l'estrade. Tu sais, maman. Rooker, un Sénécal 2022. Rooker, là, il me faisait penser à Sénécal. Excusez-moi. Un mince qui était très élusif, il était difficile à plaquer. Bon, très bon. Il courait bien dans la pochette. Il réussissait à compléter ses passes. Quand il était en mouvement hors de la pochette, en sortant en courant, il réussissait à ses passes. C'était un Sénécal 2022 dans le sens qu'il ne franchissait pas la ligne de mêlée avec ses pieds. C'est ça. Il restait en arrière parce que... Il avait peur de se faire casser. Il revient d'une grosse blessure. Pour toutes les passes qu'il a réussi, on ne l'a pas remarqué, mais moi, quand je l'ai réécouté, on l'a vu, il a quand même couru pour sa vie pas mal. C'est juste qu'ils ne l'ont pas pogné. Si on avait la statistique de... Parce qu'ils ont ça dans la NFL, tu as sacked, puis tu as hurried. Reid, là, je serais curieux de voir ce chiffre-là. Il n'est pas comptabilisé dans notre tête. Il réagissait bien au re-up. Il partait, puis il cherchait ses cibles, puis... Ils ont complété mais ça a fait il rentre dans l'arbitre, puis il continue, puis il réussit sa passe. On va dire que c'est quand même du talent. Ah oui, ça, c'était quelque chose. Là. Puis il a quand même fini à 65% à peu près. Lui, il est d'habitude en haut de 70. Donc, c'était pas la meilleure pour lui, mais... Fields of Dream, tu sais, quand tu arrives au bout du champ, puis tu mets ton pied, puis tu disparais. D'après moi, lui, il voyait la ligne de mêlée exactement de la même façon. S'il passe la ligne, bang, il disparaît. Ouais, mais sur 2 jeux, ça aurait été très profitable. 2 jeux au moins, j'ai vu que ça aurait été très profitable qu'il court et il ne voulait pas courir. Mais Tam a raison. Je vous rappelle qu'il s'est fait casser des hanches l'année passée. C'est un miraculé. Ça fait même pas 18 mois qu'il s'est fait casser des hanches. Casser, calice. Puis qu'il joue encore. Moi, je pense qu'il y a encore un petit... il est post-traumatique encore là-dessus. Puis, pour ce que tu dis, mais effectivement, il s'est sauvé une couple de fois là, de blitz total où il réussissait à lancer le ballon. Mais il n'avait jamais vécu ce genre de pression-là dans l'Ouest. Il réussissait quand même à trouver son maudit receveur qui était tout seul. Hein? Il est tiré là, à un moment donné. Ah oui, à un moment donné, c'est un 3e et 2 où il y a eu un rush complet. Il est sorti de là, Fontenard aussi, il a soufflé sa vie. Non, il faut dire bonne tasse à Star, Frank. Ouais, mais c'est son nom. Non, c'est un sac pour le match seulement. Un partagé Farinaccio au Joe. Ah non, il était très élusif. Élusif, c'est pas en français. Hein? Furtif. Ouais. Vaseux. Vaseux. Le Unsung Heroes. Tu sais, on a parlé dans le podcast, mais une fois, d'à peu près tous les joueurs qui sont rendus dans l'équipe des 2 équipes d'étoiles, puis peut-être pas. Mais j'aimerais parler aussi des joueurs comme le Gourgon, Muganda, Nate the Great, le Louis-Philippe Gauthier, que je ne sais pas d'où il venait. J'ai appris que c'était un Momo qui avait joué à Saint-Jean-Vianney. Gabriel de Cégep Maisonneuve. Maxime Lacarrière Francon.
le 5e année Cousin Germain. Le 5e année Cousin Germain, il est long snapper toute l'année. Le gars, il a déjà été partant dans sa 2e ou 3e année, puis il était relégué dans un rôle de peut-être 6e secondaire. Pas dit un mot. Puis Sénécal, tantôt, il était en entrevue, puis il l'a cité comme les leaders inspirationnels. C'est un 5e année, puis il est là, puis il veut gagner. Puis Cousin Germain, il est beaucoup d'après moi ici qu'il n'y a pas de carrière CFL qui l'attend. Ah non, je te confirme, je suis allé le voir quand on a quitté. Là, puis tu sais, c'était un capitaine, il était partout. Puis les 3 qu'on a quittés, il était assis sur le banc des joueurs, là, puis il était là, puis il pleurait, bien évidemment. Puis il appréciait le dernier moment, puis je suis allé le voir, si je ne peux pas le laisser de même. Puis je suis allé le féliciter en disant que c'était la meilleure façon de quitter, de faire son chant de signe. Quelle meilleure façon de faire son chant de signe. Puis ça, ces gars-là, ils sont souvent ces teams, puis les teams n'ont rien donné de l'année aussi. Tu sais, on parle de la défensive, mais les teams sont aussi importants là-dedans. Au football canadien, des fois, la game se décide ou se gagne ou se perd par les teams. Là. Puis il y avait aussi notre Saint-Prosper de Dorchester, M. Boudreau, qui rentre aussi dans les teams, qu'on voyait beaucoup sur la caméra samedi. Cette année, c'est que tout le monde a accepté son rôle, même si pour certains était diminué sans rechigner. Puis je pense que ça a été ça la clé. Très bon point. Très bon point. Je pense qu'il y a des Lucas aussi, il a joué en faisant jouer un peu tout le monde. Puis tu sais, l'avantage, c'est que le recette faisait qu'il menait avec des avances assurées. Fait que il y a beaucoup de monde qui ont vu du terrain. Ça serait le fun d'avoir le chiffre sur les 100 joueurs. Il y en a combien qui ont vu du terrain cette année? Ben, moins que l'année passée. Ouais, à cause des blessures. Ouais. Mais, il y a eu de la rotation, mais pas tant que ça. Tu penses? Oui. Oh, oui, parce qu'on avait comme deux équipes qui étaient tout le temps les mêmes. Là. À quelques exceptions près où on avait quelques receveurs, mettons le Canal Charles là, qui n'était pas habillé cette semaine. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, c'était 52 joueurs et non pas 48. Fait que déjà, à la base, tu en avais 6 de plus d'habillés. Donc, il y a eu moins de rotation. L'année passée, il y a eu beaucoup plus de rotation pour faire jouer ces joueurs-là. En fin de saison, on a vu comme peut-être 5 ou 6 joueurs qui n'avaient pas joué de l'année de jouer un match. Mais sinon... Un beau point, c'était justement qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu du terrain quand même au cours de l'année. Oui. Ouais, mais pour aller à ton point, Tam, là, tu disais il y a des joueurs qui ont accepté leur position, là, qui ont accepté. Mais qui ont eu des rôles diminués par rapport à l'an dernier. Là. Mais le il y en a eu plusieurs. Là. Le Boulian en est un bon exemple parce que le Boulian, il serait probablement un middle linebacker partant dans n'importe quelle colisse d'équipe, incluant le Rouge et Or. Mais avec même Maisonneuve, l'année passée, avait un rôle plus important. C'est ça, le Boulian. Je sais pas si tabarnouche, Sylvain, moi, je te rappelle que je suis pas petit, moi. Non, je ne dis pas qu'il ne serait pas starter, je dis juste que la position ne serait pas middle. Tu sais, Maisonneuve, il était partant avant sa blessure l'année passée aussi. Puis quand il est revenu, ben, il était pas. Ouais. Puis tu vois, le Boulian, là, avec l'arrivée. Clairement, juste des special teams ou presque cette année, alors qu'il jouait dans la rotation l'année passée. C'est ça, là. Tu sais, c'est Elshad qui a vraiment pris la place que. Puis lui, il a accepté, puis il est devenu le capitaine de. Tu sais, le héros des équipes spéciales. Il a été nommé sur des équipes d'étoiles, puis le kit, là. Puis il a été une fucking bite. Mais il va être partant l'année prochaine, là. Tu sais, peut-être pas, là. Puis ton dernier point, Sylvain, parce que ça, on veut en parler. En fait, quand elle a écrit le ramassis de notes, Jim Mullen, qui suit le football universitaire depuis toujours, qui est un gars qui vient de BC, qui connaît sa shit, a tweeté. Qui est le président de Football Canada. Qui est le président de Football Canada. Il a tweeté .best.defense.ever en disant tant qu'à lui, c'est la meilleure défense du football universitaire. Puis, à un moment donné aussi, dans le reportage à CBC, ils n'ont parlé, puis mon ami corps arrière a dit oui, c'est la meilleure. Puis quelqu'un a dit ouais, Laval à 2000, il avait des bonnes, mais il a répondu pas aussi bonne que celle-là. Non, ce qu'il a dit, c'est Laval aurait peut-être un mot à dire. Il dit ils ont eu leur chance de dire un mot il y a 2 semaines. Oh, wow! Ok, j'ai marqué. Oh, il l'a dit de même, hein? Oh, oui, il l'a dit de même. Il ne faut pas oublier que dans les années 2000 aussi, on a un bassin, le talent dans les équipes présentement est plus élevé qu'au début des années 2000. Là. Les gars qui arrivent à l'universitaire maintenant là, sont en shape, sont en forme, ils connaissent le football. Mais c'est les deux sont les années 2000, mais tes années 2010 aussi. Là. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est la best defense ever, mais moi, je pense que le fait qu'on n'a pas eu de pénalité. Pas touché, t'accordes juste 7 placements dans tes séries. Il y a une année qu'on avait donné 25 points dans l'année.
pense que Québec m'avait donné 26. Je ne sais pas si tu te souviens, Ouais, Frank. non, mais le nombre de points en saison régulière, tu t'en Non, je le sais, mais ce que je veux parce que dire, c'est pondéré en fonction de la qualité de ce que je veux tes... dire, c'est que le fait qu'on ne donne pas 100 verges, on donnait toujours des meilleures positions sur le terrain en défense, puis on ne donnait pas beaucoup de revirements non plus. Fait que ça donnait une chance à la défensive d'exceller. Là. Faites une défensive qui n'est pas toute seule dans la nature. Là. Puis c'est vrai à l'inverse. C'est-à-dire que si tu as une défensive qui, comme dans ce cas-là, a généré plus de revirements qu'a accordé de points, hey, ça donne un coup de pouce à ton attaque. L'attaque. Dans le fond, tu sais, il dit l'attaque n'a pas des gros chiffres. Ouais, mais quand on attaque, quand ta défensive soit score des points ou génère des revirements. Quand tu as toujours des courts terrains. Tu n'as pas un job de bras à faire. On va revenir à mon premier point, l'espèce de recette. On n'a jamais couru de l'année, on va se le dire. Là. À part les cours là, on a couru pas pire. Mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé de ce match. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé de ce match-là, là, c'est le botteur. Vous voyez, là, on reculait l'équipe adverse quasiment de 6-7 verges à chaque fois qu'il bottait par rapport au gain. Là. Fait que c'est toujours plus profond après chaque botté. La seule fois où il y a eu de la difficulté, c'est quand il bottait vers le lac. Le vent a été problématique au deuxième, au troisième, parce que là, le ballon, il revenait. Puis, écoute, à un moment donné, là, on en a même parlé après le match, il bottait à droite, le ballon atterrissait à gauche. Fait qu'au niveau du terrain, tu n'avais pas de vent. Mais quand ça partait dans les airs, là, le vent pognait le ballon, le renvoyait au bord, puis il était même capable de le rapporter. Le terrain était un peu renfoncé de ce que j'ai compris. Hein? Ouais, le terrain était plus bas, je te dirais, que le sol adjacent. Puis, mais c'est pas grave, ça donnait des bonnes vues. Mais en tout cas, le vent en altitude avait un impact. Pas nécessairement au niveau du terrain, ce qui est un peu étrange. On l'a vu sur les bottées des deux côtés. Là, souvent, la couverture n'était pas à bonne place parce que le botté avait pris dans le vent. C'est ça. Les bottées de placement, ça allait bien, mais les bottées de dégagement, quand tu étais contre le vent, c'était un petit peu plus périlleux. Mais la défensive, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, puis ils en ont beaucoup parlé à CBC, c'est que c'est ça. Ils jouaient avec beaucoup une défensive de zone et le corps arrière de BC n'était pas nécessairement capable de s'adapter à ça. Les fois où il est allé profond, qu'il a challengé la défensive, ça a plus ou moins fonctionné. Ce qui lui restait, c'était les passes en bas. Là où les receveurs étaient en bas de la défense. C'était exactement ça aussi. C'était exactement le même pattern. Ce que j'ai trouvé de l'attaque, pour avoir vu plusieurs matchs de UBC cette année, l'attaque qu'ils ont runné à la Vanier, c'est pas l'attaque qu'ils run habituellement. Ils sont éloignés de ce qu'ils font habituellement. J'avais l'impression de voir, quand j'ai écouté ce match-là, puis ce qu'ils faisaient, j'avais l'impression de voir le match Montréal contre Concordia au Sepsum. Les petites passes courtes, l'entrezone va chercher le... Ils ont pris ce qu'on leur donnait. Exactement. Puis ce que Roy faisait contre nous, c'était des petites passes courtes rapides parce que la pression arrivait, puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Mais ce que je pensais, versus la défense à Touchette, ce que je pensais, c'est que toute l'année, tu as des coordonnateurs offensifs qui ont regardé tous les matchs, toutes les histoires, qui ont essayé de trouver une façon de battre la défensive des Carabins qui est toujours à peu près la même. Des fois, ils font des subtilités puis ils changent les jeux. Là. Mais il n'y a personne qui est capable de résoudre l'énigme, même pas proche. Oui, mais UBC n'a pas joué à l'attaque dans son ADN, puis je pense que c'est ça qui l'aura... Mais en même temps, il travaillait pour ne pas le donner. Parce qu'on a vu je le sais qu'il travaillait pour ne pas leur donner, mais je trouve qu'ils ont donné trop rapidement. En début de match, tu voyais qu'ils voulaient essayer de rester dans leur ADN, puis très rapidement, en fait... Mais oubliez que UBC ferait 34 points. 34 points en moyenne par année. S'ils sont en retard de 7, les autres, c'est pas tant. Non, mais UBC... ils ont été en retard par 21-28 cette année. C'est que UBC, leur système, c'était on court le ballon, puis on est capable d'aller dans les zones intermédiaires une fois qu'on établit la course. Le gros tackle, Manu. Au sol, là, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas eu des gros jeux au sol. Concordia l'avait fait. On n'a rien donné au sol. Puis là, dans le fond, pour aller dans les zones profondes, les fois où il est allé, c'était pas un succès. Puis la pression rentrait. Tantôt, tu parlais du hurry-up. Le hurry-up en zone profonde, ça devient compliqué aussi. Tu as un gars qui te court après. Là, puis... Ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux pas y aller. Tu as un Joe Sénécal qui est capable d'aller hors l'aile puis de lancer à contre-corps 30 verges. Tu sais, Rooker était bon, mais c'était pas ça. Là. Non. Il y a des limites. Là. Je pense que ce qui leur a nuit à UBC, c'est qu'on doublait Davenport, qui est leur meilleur. Fait qu'il n'y a pas une grosse game. D'habitude, c'est lui. Mais Davenport a dû se faire doubler toute l'année, j'imagine. Ils n'ont pas découvert le secret de la Coffee Crisp.
Ouais, mais avec le talent de la défensive qu'on a, peut-être pas. Il n'y a aucune verge après l'attraper, hein? Aucune verge après l'attraper. Les gars se faisaient frapper. Les gars tombaient en attrapant le ballon. Il n'y avait rien après l'attraper. Mais moi, je veux lever mon chapeau à la défensive de UBC qui a joué le meilleur match défensif que je les ai vus jouer cette année. Oui. Ils n'ont rien à s'enlever. Ils ont vraiment très bien joué défensivement. Donc. Parce qu'ils ont enlevé toutes les possibilités de long jeu. Oui, exactement. On a fait un plus long jeu que UBC dans le match. Là. Fait que parce que c'est on n'a pas essayé beaucoup. On n'a pas essayé beaucoup. Il y a Dudley qui a droppé, le ballon il est passé. La seule deep qu'on a envoyée, qui a passé dans le panier. Il a passé à travers nous autres. Il était juste en avant de nous autres. Hein. Dans le réputant, tu voyais vraiment, il est passé entre les deux mains, claque des numéros. La blessure à le Go n'a pas aidé non plus. À un moment donné, quand Go. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jeu au sol a fonctionné. Oui, même à l'affût. Ton chum à l'affût, Sylvain a bien couru. Il a couru une. Alors, on se relaxe, là. À vrai dire, il en a couru deux. Il a couru deux. Il y a déjà, l'allié droit à Mario Lemieux, il a déjà compté 63 buts, là. On est encore allé par comité, puis on était inventif, puis ça a fonctionné, là, avec Muganda, entre autres. Là. Mais ça avait l'air dur. Le terrain n'était pas le fun. Le terrain était ultra dur. Là. On parlait avec Levac à la fin, puis je dis, c'est moi aussi où ça glissait. Il dit, ce terrain-là est dégueulasse. Ils ont refait le stade, mais ils n'ont pas fait le terrain. Le terrain est tellement vieux, il est tellement dur que ça glisse, puis qu'on se fait mal. Pas pour rien que le gros s'est fait mal, puis il s'est fait mal solide, là, le gros, c'est une déchirure. Il y a Goudreau aussi en fin de partie, là, ses unités spéciales, la tête a cogné. J'avais l'impression qu'il était parti d'un vape comme une seconde. Là. Ouais. Non, mais c'est ça, puis tu le voyais, puis ça glissait. Le nombre de fois où Frontenard est arrivé trop rapide. Il claque. Oui. Ouais, mais de l'autre côté, c'est pareil que ces deux équipes. Absolument. C'est juste que pour notre type de défensive, nous autres, qui rush, qui fait de la pression, ben, c'est un terrain qui était malheureusement pas fait pour nos petits pieds. On aurait dû mettre des petits clous. C'est tout. Bon, hey, on a les statistiques. On avait les statistiques comparatives des deux équipes. Là, ça se ressemble. Je regardais les statistiques. Les Carabins avaient des meilleures statistiques offensives au début du troisième quart. C'est vraiment le quatrième. À la demi, oui, c'est ça. À la demi, on avait. À la demi et au troisième. C'est vraiment le quatrième quand UBC est tombé en mode on essaie de revenir. Là. Ce qui est normal. 3 essais. C'est là qu'on a augmenté. Ce qui est normal avec le type de défensive qu'on faisait. Ouais. Puis pour quatrième, même en milieu de troisième, là, au quatrième, là, quand on parlait qu'il ressemblait un peu à Sénécal, le Rooker s'est mis à sortir. Il s'est sorti d'une coupe de blitz, puis il a lancé le ballon n'importe où. Puis par miracle, ça tombait dans les bras d'un de ses joueurs. Là. C'est arrivé une couple de fois, là, surtout au quatrième. Là, il a tiré le jeu là, comme ça, puis il a réussi à traverser. Si l'une était excusez, l'une était d'un moment donné, là, il était rendu quasiment dans Red Zone, où Roy. Le ballon était juste un petit peu en arrière. Hein. Oui, mais c'est ça. Parce que Roy l'a enfargé. Tu sais, il y a eu un full blitz. Roy est revenu le rechercher par l'arrière. Il a réussi à y pogner à la jambe. Juste un shot. Là, il a lancé le ballon. Le ballon est arrivé juste en arrière. Tu avais Gauthier qui était là, si je me souviens bien, ou le 39. C'est pas trop sûr encore. Puis la fois d'après, on relance. Puis là, c'est Saint-Cyr qui lui a tapé le ballon à la dernière seconde. Il n'a pas eu le choix de faire son botté, mais tu sais, ça n'a pas été loin, mais c'est des bons drives, ça. Coach Neal, l'autre bord, en avant-match, il a dit ça va être une guerre de tranchées, une autre tranchée contre les leurs, puis les meilleurs vont gagner. Il avait raison, maudit, hein? Il avait raison. Mm-hmm. Oui, absolument. Puis ça revient souvent à ça, le football, mais tu sais, on parlait en long. Surtout au mois de novembre, on parlait en long, pas en large des habiletés de UBC, mais c'était pas des chaudrons, là. Ils étaient capables de jouer au football. C'est juste que. Non, mais c'est. Il y a plus d'opportunisme d'un bord que de l'autre. Oui, ils sont plutôt dans leur processus. Je pense qu'ils vont apprendre de ce cycle-là. Puis on a vu des stats, nos D-line n'ont pratiquement pas de tackle, n'ont pratiquement pas de plaqué. Fait qu'ils ont essayé de courir pareil, mais les secondaires les arrêtaient tout de suite. Ils réussissaient à passer la première ligne des secondaires, mais la défensive
À touchette faisait que tu avais des secondaires dans les jambes. Ah ouais, parce que ça correspondait. On dirait qu'à tous les fois qu'ils couraient, c'est là qu'on amenait le blitz, quasiment comme si on savait le jeu d'avance. Ouais. C'est vraiment la défensive qui répondait parfaitement à l'offensive de l'autre côté. Puis, tant mieux, on fait le devoir. Ce que je suis un peu déçu, c'est qu'on ait abandonné la course trop rapidement. Parce que la course marchait. Et surtout qu'eux autres, ils avaient décidé qu'ils mettaient leur 2 DN vraiment très large, OK? Parce qu'ils voulaient s'assurer de contenir Sénécal qui pouvait courir, OK? Fait que c'est bien beau qu'ils jouent un 4-3, là, mais il y avait vraiment de l'espace au centre. Fait que tu fais déborder Sénécal. Une des courses qui a marché, puis les 2 fois, à vrai dire, le toucher de Muganda, c'était ça. C'est qu'il est arrivé à contre-courant de Sénécal par l'intérieur, puis il a couru par l'intérieur. Après coup, à l'affût a fait la même chose. Dembélé a fait ça 2 fois, puis je ne parle pas de ces 2 courses à Orlel, mais on aurait dû continuer parce que la disposition qu'il nous donnait, il nous donnait du centre. Chris, on courait du 7-8 verges à toutes les fois. On avait juste à courir dans le 7-8 verges à toutes les fois. Tu sais, il nous le donnait. Puis à un moment donné, ben, il aurait rempli la boîte. Puis Jonathan avait écrit sa balle dans le fond. On a comme abandonné la course trop vite. Peut-être qu'on n'avait pas besoin, mais c'est tellement pas dans notre ADN cette année qu'on a une course qui marche qu'on s'est dit que ça ne pouvait pas être vrai. L'autre affaire, c'est quand tu as un coordonnateur à l'attaque qui est un ancien QB, ben, il doit avoir plus le goût de mettre la balle dans les airs que dans. Surtout quand tu as le meilleur corps arrière de l'histoire de l'humanité, Calis. C'est ça, quand tu as Jonathan Sénécal en arrière, tu es comme, you know what? M'en servirai pas. Tu te dis, ah ouais, il a la main gauche cassée. Pas grave, hostie, il lance de la droite. Bien que tu maîtrises ta précision, mais en tout cas. Exactement. Fait que on ne l'a pas mentionné, mais joueur du match, Jonathan Sénécal, joueur défensif du match, Nicky Farinaccio, qui a fait le dernier plaqué, mais qui a aussi eu un énorme match. Des plaqués en arrière de la ligne de mêlée, un demi-sac. Comme tu dis, il était tout le temps là où se passait l'action. Fait que c'est entièrement mérité. Ben, Messiane, au niveau statistique, n'est pas bien loin en arrière, hein, on se comprend. Fait que ces deux-là, ensemble, là, c'est tout le temps bien intéressant de les voir aller. Fait que c'était notre 16-9, notre deuxième Coupe Vanier des Carabins. On va pouvoir continuer de célébrer. Je ne sais pas si les Carabins vont organiser quelque chose, là, mais surveillez Manon, nos hier, médias. salut, bonjour, a dit. Manon, salut, bonjour. C'est une phrase, ça. Oui, Manon, c'est bonjour hier matin. Elle a dit qu'il organiserait de quoi au Sapsum. Bon, fait qu'on aura probablement la chance de se revoir puis de prendre quelques photos. D'ici là, on s'en va vers la période des fêtes. Gang, vu qu'on a eu une saison exceptionnelle, je me suis dit que je ferais des suggestions cadeaux hein, pour s'il y en a qui veulent faire des petits cadeaux pour la Noël. Fait que, dans le fond, quelque chose de personnalisé pour chacun d'entre vous. Là, ça va pas bien parce que je suis pas capable de faire mon partage d'écran. Voyons, c'est vrai. Hey, la technique c'est smooth, mon affaire en esti, je te jure. C'est le fun. Et voilà, donc pour François, un microphone fonctionnel. Bien important. Wow! Celui-là, il est le fun, il fait du karaoké aussi. Mais tu sais pourquoi François, son micro marche mal, hein? Il avait été sur un site web qui avait 5 sortes de micros, il a pris le plus cheap, fait que c'est le seigneur des cheap. Malheureusement, le micro, il est correct, c'est le crise de fil de. Le problème, c'est mon cellulaire. Oui, c'est ça, c'est la connexion de son cellulaire. Mon port Lightning de mon cellulaire est rendu très louche. Ben, tu vois, j'ai passé à tout. Celui-là, il est Bluetooth. Oh! Il fait de la musique. Il était carré. Pour Tam, je me suis dit que ça pourrait être le fun. Ça va-tu fonctionner? Roulement de tambour. Roulement de tambour, ça va-tu arriver? Ça va-tu pas fonctionner? Ça va faire les cochonneries. Un corridor, tu vas avoir Tam. Ta connexion, tu l'as enlevée. Je vois plus ton partage. Je reviens. Ajouter. Voilà. Donc, pour Tam, une caméra autofocus, auto-rotative qui trouve automatiquement les visages. C'est comme ça, on va être sûr que tu es dans les photos puis dans le Kodak. Toujours parce que dans les photos de montagnards en général, Tam est soit en arrière du Kodak ou elle n'est pas là. Fait que ça, c'est ça qui est un peu Moses. Et finalement, pour Sylvain... En fait, je suis souvent caché par quelqu'un d'autre. C'est pas que je suis pas sur la photo. Ça t'enlève un petit banc.
Ouais, c'est ça qui arrive. Puis pour Non, mais je Sylvain, suis bien placé pour évidemment. être dans le cadre, puis à la dernière seconde, il y a tout le temps quelqu'un qui vient se foutre devant moi. Fait que ne vous foutez pas devant. Oh Puis pour non! Sylvain, un super beau snuggie bleu. Hein? Histoire de t'en aller comme la gang Mais de il y Western. avait un snuggie bleu dans les estrades cette semaine. Pour Ouais. vrai? Ah, Oh, oui. Serais-tu pas beau là-dedans, mon Sylvain? ouais. On pourrait même te broder un logo montagnard dessus. C'est carré. Et voilà mes suggestions cadeaux. Pour moi, des bouchons pour les oreilles que je puisse dormir un petit peu plus longtemps les samedis matins. Quoi? Moi, je veux finir avec l'image que j'ai fait aujourd'hui. Oui! Notre touchette. Le notre touchette Gandalf national touchette. en Gandalf. Vous ne passerez pas. Voilà. J'ai un hostie de beau segment dans les entrevues. Tu sais, quand moi, putain, moi, sur le terrain, là, puis on est sur le banc des joueurs les 3-4 dernières secondes avant que ça joue, puis là, on commence à filmer, puis là, tu sais, je filme le terrain, puis pour voir les joueurs partir. Mais là, je vois les joueurs partir, mais je vois surtout Marco arriver, qui saute d'un bras de touchette, puis qui le serre, puis il dit « On a réussi, on l'a fait, on l'a fait. » Je vais enlever, je vais circonscrire juste ce bout-là. C'est juste malade. Mais ça, c'était fou d'être derrière le banc des Carabins pour les. On était là les 3-4 dernières minutes. Là. Tu fais un TikTok, Frank, avec ça. Ouais. Ça, c'est le gros avantage. Tu sais, on fait les entrevues avec les flots, puis on a nos passes médias, on essaie de pas trop en profiter. Non, mais tu ne fais pas des entrevues, tu es formes pour l'avenir parce que je vois de quoi, je vois un, je vois l'autre. Ils ont tous appris le métier avec toi, Frank. Hey, Brian, il est bon aussi. Il est bon en tabarnak comme analyste. Il a une belle verve. Puis Brian était excellent, mais celui que j'ai trouvé vraiment, vraiment kingpin cette semaine, c'est Kalen Saint-Cyr. Asti qui était bon. Kalen, là, toutes les entrevues qu'il a faites cette semaine, il en a fait une assez quoi, il en a fait. Hey, il s'exprime bien, il est allumé, il est vraiment juste. Puis, il a pris la peine d'écrire aux partisans sur le groupe de football des Carabins pour nous remercier. T'sais. Puis après chaque match, il vient tout le temps nous le dire. Ce gars-là, c'est un gentleman. Votre son, essayez, ça nous motive. Vous faites partie de la victoire. Ouais. À toutes les fois que je l'ai eu en entrevue. Il ne fait plus des gentlemen comme ça. Là. Non, vraiment pas. Mais tu peux rajouter l'agacé dans le tas, Frank. Tu l'as à chalet avec tes entrevues. Que tu peux rajouter l'agacé dans le tas. Ah oui. Sur ce, gang, encore une fois, cheers. Profitez de votre. Ah ouais, ça fait un We Are the Champion au tapis, là. Bravo les Bleus. Bravo à tout le monde dans l'organisation. On a trippé cette année grâce à vous. Puis merci de nous avoir suivis toute la saison. Merci d'avoir embarqué dans nos niaiseries et de nous avoir permis d'aider les jeunes. Puis on se revoit l'année prochaine, j'imagine, ou on se revoit à la célébration. 2024. Peu importe ce qui va arriver en premier. Un spécial recrutement ou je sais pas. C'est sûr qu'on va se faire ça. Merci d'avoir suivi l'Écho des Montagnards cette année. On devrait avoir bon merci à SPG, Coors Light, les spiritueux d'Iberville. Vous voulez nous encourager, si vous ne l'êtes pas déjà, devenez membre. La saison est finie, mais l'argent va servir. Et pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, Trends, @montagnardmtl et sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Cheers! Manquez pas les entrevues de François. Victoire! Wouh! Bye, gang.